Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'augmentation de données. Jusqu'à présent on avait travaillé avec des réseaux à convolution et énormément d'images à disposition pour l'entraînement. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que parfois on a des datasets qui contiennent pas forcément énormément d'images, et comme on le sait, un réseau de neurones a besoin de beaucoup de données pour s'entraîner. Pour un humain c'est facile de faire la différence et de généraliser rapidement. Pour un réseau de neurones il faut des milliers d'exemples en général. Donc on va utiliser ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, donc la 5 et la 6, si vous les avez pas vues, je vous invite à les regarder. Et on va donc appliquer ce principe d'augmentation de données sur un jeu assez restreint. Pour faire ça, comme je l'ai dit, on va réutiliser le dataset qu'on avait créé donc, sur les chiens et les chats. Sauf que, souvenez-vous, on avait créé un jeu d'entraînement, un jeu de test et un jeu de validation. Donc le jeu d'entraînement contenait à peu près 15 000 images, entre 15 et 16 000, je sais plus bien. Peut-être même 17, enfin bref, quelque chose comme ça. Ici, on va entraîner notre modèle avec le jeu de validation, qui est égal à 10% du jeu d'entraînement initial. Donc celui-là, il contient à peu près 1600 images. Ok. Donc on va l'entraîner avec beaucoup moins d'images. Le souci, c'est que si on n'a pas assez d'images, forcément, les résultats sont moins bons. C'est-à-dire que la généralisation se fait moins, l'extraction de caractéristiques se fait moins bien, et au final, on a un modèle qui fonctionne à peu près, mais qui est nettement moins bon. Donc là, on va essayer de voir comment on peut faire quand on n'a pas assez de données, tout simplement. Alors pour ça, on va utiliser une fonction qui est dans l'API de Keras, qui s'appelle Image Data Generator, donc qu'on trouve ici. Je vous ai mis le lien vers la doc, à lire absolument. Il y a un paquet de fonctions dedans qui permettent de générer en fait des images à partir d'images existantes. Ça revient en fait à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on prend une image de base, on veut lui appliquer de la rotation, des différents niveaux de zoom, on peut même changer la couleur, enfin on peut faire plein de trucs avec. Lisez la doc. Et ça va te permettre en fait de générer des images supplémentaires pour entraîner le modèle et pour l'aider à généraliser. Ok. Donc ici, pour utiliser cette fonction, c'est assez simple. On va d'abord créer une espèce de pipeline, parce que en gros c'est ça, hein, et on va lui dire ce qu'on va faire. Donc tout ce qu'on va lui passer comme données, donc là pour le coup nos images, on va lui appliquer toutes ces transformations là. Ok. Alors ça c'est pas de la transformation, mais je vous laisse regarder à quoi ça correspond. Ici par exemple, on va appliquer des rotations à plus ou moins 20 degrés, enfin ce genre de choses. On va faire du retournement horizontal, enfin voilà. Donc on va créer de nouvelles images à partir d'images existantes. Alors, on va pas tout à fait les créer parce que ça va se faire dans le process. C'est-à-dire qu'on va pas créer de nouvelles images sur notre disque dur, ce serait idiot. On va juste, au moment de l'entraînement, à chaque image, appliquer toutes ces rotations pour en créer des nouvelles au moment de l'entraînement. Ok. Alors, on crée ce qu'on va appeler notre datagen, et on va venir le fitter sur les données qu'on va lui passer. Donc là, pour le coup, souvenez-vous, c'est le xval. D'accord. Si on fait une petite comparaison, si je fais mon xval, à quoi il ressemble? Alors c'est un tableau, super. Donc j'en suis à des données qui sont normalisées, vu que je les ai normalisées avant. Et donc tout ça, j'ai les images. Nickel, c'est super. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, notre fonction en fait d'augmentation de data, elle est prête. Maintenant, c'est comment on l'utilise dans le modèle. On va garder exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire du transfer learning, on va utiliser le MobileNet V2, on va exactement utiliser le même modèle que dans la vidéo précédente, sauf que là, il va avoir 10 fois moins de données pour s'entraîner. Ok. Donc même chose, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais juste exécuter. Ok. 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 Et c'est ici qu'il va y avoir du changement. En général, quand on fait un modèle.fit, on lui passe le x, on lui passe le y, enfin, plus d'autres paramètres. Là, en fait, le x et le y, même le batch size, en fait, on va le mettre dans notre datagen. On va utiliser notre datagen créé ici. Je remonte. Donc on va utiliser notre datagen créé ici, en disant, voilà, en fait, les données que prend le modèle pour s'entraîner, c'est mon datagen, dans lequel je passe image, yval, donc
features et labels en fait pour faire simple, et on va juste l'entraîner sur 10 époques. Donc on remplace juste en fait la façon dont comment dire, on nourrit notre modèle. Ok, plutôt que juste de lui passer ça, xval et yval, on lui passe le datagen complet, on lui passe le pipeline. Ok, on se sert du pipeline qu'on a créé. On y va, on lance l'entraînement. Ici, on voit bien qu'on a peu d'étapes parce qu'on a peu de données, d'accord. Donc logiquement, chaque étape devrait être assez rapide, il faut que tout soit lancé, donc c'est parti. Donc juste sur 10 époques, hein, on va pas aller trop loin. Donc on met 12 secondes par époque, sachant que sur le modèle de base, j'étais pas loin de la minute, je crois. Donc on va attendre un peu qu'il finisse de s'entraîner. On voit quand même que l'entraînement se fait, qu'apparemment l'accuracy augmente à chaque époque. Alors on aura des résultats forcément moins bons que dans la vidéo précédente, hein, vu qu'on a moins d'images. Mais on va essayer de se rapprocher au maximum du résultat. Essayer d'obtenir un résultat extrêmement cohérent, extrêmement performant, avec 10 fois moins de données. Parce que c'est possible. En tout cas, dans ce cas-là, c'est possible. On y va. Alors, encore 3 époques. Ok. Un petit peu plus de mal. Pou, 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 pou. Ok, donc au bout de 10 époques, on arrive à une accuracy de 81, ce qui est quand même relativement correct. Alors c'est nettement moins bon qu'avec le précédent modèle, mais là on va peut-être accentuer un peu plus la partie fine-tuning. Donc souvenez-vous, je crois qu'on était au final avec le fine-tuning, on était aux alentours de 98% sur le modèle entraîné sur 15 000 données. On va essayer de s'approcher de ça, au moins dépasser les 90%, ça serait vraiment pas mal. Alors, pour le fun, on va juste afficher le graphique, ok, on voit qu'il s'entraîne, on voit que le lost diminue, c'est super. Et maintenant, on va appliquer notre fine-tuning. On va faire exactement la même chose que dans la vidéo précédente, on ne change rien. La seule chose qui change, vraiment, c'est le nombre de données qu'a le modèle pour s'entraîner. C'est tout. Ok, on exécute. C'est reparti pour 10 étapes. Donc même chose, hein, sur le file, je vais passer exactement les mêmes données. Donc j'ai réutilisé mon datagen. Ok. Donc on voit même chose que l'accuracy augmente. On est plutôt pas mal. Ça, on va peut-être dépasser les 90. Oui, on dépasse les 90 pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Ok, donc on a fini nos deux entraînements avec donc la première étape et la deuxième avec le fine tuning. On se retrouve avec une accuracy de 96%, ce qui vu le peu de données est quand même pas mal, et même plutôt très bien. Mais on pourrait se dire, ok, certes, il a obtenu ses 96%, mais ça se trouve c'est juste du surentraînement. Il est surentraîné sur le peu de données qu'il a reçu. Et ben on va juste vérifier ça en utilisant notre jeu de test, qui pour info contient plus d'images que notre jeu d'entraînement. Donc on va là voir si le modèle a suffisamment bien généralisé pour
pour analyser sur un jeu beaucoup plus grand, donc sur des données qu'il n'a jamais vues, et beaucoup plus de données que sur lesquelles il s'est entraîné, si le score est à peu près le même. Hop, on y va. Donc on fait un modèle.evaluate, on lui passe les données x-test et y-test. Là on ne fait pas du tout d'augmentation de données, on le passe tel quel. Et on va se retrouver donc avec une accuracy finale aussi aux alentours de 96%. Ça veut dire que notre modèle qu'on a entraîné sur 1500 images à peu près est capable d'avoir la même précision sur un jeu qu'il ne connaît pas, qui contient 4 fois plus d'images que sur un jeu d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bien généralisé, qu'il a bien compris. Donc nos 96%, là, notre taux de 96% de précision, il est fiable. Il est fiable parce que quelles que soient les données qu'on lui passe, à la limite, soyons fous, on va utiliser Xtrain, qui lui contient 15 000. On va faire la même chose et on va voir ce que ça donne. Donc 96% sur test, allons voir sur train. Donc même chose, là on lui passe 15 715 images qu'il n'a jamais vues, et on va avoir sa précision. Déjà là on voit que on reste toujours dans les mêmes scores. On reste toujours dans les mêmes scores. Ouais, on est même un peu mieux. Donc, notre modèle, entraîné avec peu d'images, on arrive à lui faire avoir un niveau de précision qui est tout à fait cohérent. Même si on lui passe des jeux de données beaucoup plus grands qu'il n'a jamais vus. Enfin, voilà. Donc la généralisation s'est bien faite, notre augmentation de données a permis à notre modèle de s'entraîner correctement et de généraliser correctement, quelles que soient les données qu'on lui passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.